Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous les auditeurs et bienvenue au Café Presse Politique. On est comme tous les mercredis à cette heure-ci en direct de Radio M, en direct de la Place Audin. Avec moi pour commenter l'actualité de cette semaine, j'ai le plaisir d'avoir Sabra Sahali, juriste spécialisée en droits de l'homme. Bienvenue Sabra. Merci. Et Tiziri pour la deuxième fois au Café Presse Politique, militante politique. Bienvenue Tiziri. Merci. Saïd Jaafar, bonsoir. Bonsoir. Et Hussein El-Qadi, bonsoir. Bonsoir. On aura peut-être un cinquième journaliste, un cinquième invité, peut-être pas. En première partie, on va parler du nombre de prisonniers qui est de plus en plus nombreux pour délit d'opinion, de la chasse au drapeau amazigh. Et en deuxième partie, on va parler de la conférence nationale, une autre conférence nationale qui se prépare avec les partis politiques progressistes. Mais avant ça, on commence par l'image de la semaine. Hussein, ton image de la semaine? La liste des prisonniers, on a 3 de plus depuis ce matin. C'est assez choquant, j'ai choisi de retenir ça comme image de la semaine parce que c'est les 3 expulsés qui nous viennent du Caire. En fait, pour rappeler les faits très vite, il y en a un qui a brandi un étendard en disant là les Doula Askaria, Doula Madenia, Machi les Doula Askaria. Bon, il l'a fait dans le pays de Sissi. Il est de Mascara. Les Mascariens sont audacieux, hein, parce qu'on peut rappeler que Hadj Gharmoul, il est toujours en prison, il est de Mascara. Et il s'est fait embarquer. Et il est en puis prison pour avoir fait la même chose pour le 7e mandat, pour le 5e mandat. Le 5e mandat, oui. Et donc, il y a deux supporters qui avaient fait sorti des fumigènes. Donc ça, c'est banal dans un stade. Hein. C'est une sanction contre la galerie, donc contre la Fédération Algérienne de football. C'est comme ça se retrouve donc judiciarisé, expulsion, et il se trouve à Alger. Et quand il s'arrive à Alger, dans la Révolution, on les a accueillis comme des héros. Et dans l'état de Gaïd Saleh, aujourd'hui, on les accueille comme des malfrats. Ils sont mis en prison. Je note quand même que la Révolution, pour le moment, elle nous amène plutôt le pire. Parce que en 2008, en novembre, Nom Habel, on les a envoyés à Omdurman conquérir la qualification à la Coupe du Monde. Avec Gaïd Saleh, on les met en prison. Ouais. Sabra? Moi, rien. Je pense que c'est rien d'original. Je pense que c'est une image qui a choqué énormément d'Algériens parce qu'elle a été reprise et partagée énormément sur les réseaux sociaux. C'est l'image des policiers qui fouillaient les sacs à la recherche du drapeau amazigh. Quelle image, hein. Ça rappelle beaucoup de choses, n'est-ce pas? Oui, exactement. Saïd Jaafar, Tiziri, je te laisse en dernier. Saïd? Bien sûr, la répression, de cette image-là évoquée. Je voudrais aussi parler des Palestiniens. Oui. Il y a le genre de Trump qui vient d'amener l'argent arabe à le proposer aux Palestiniens pour qu'ils renoncent à leur cause. Et la chose la plus choquante dans tout ça, il y a un éditorial, un article de l'ambassadeur israélien aux États-Unis, publié dans le New York Times, qui disait en quoi c'est un problème que les Palestiniens capitulent. Moi, j'ai été choqué parce que le New York Times ne se rende pas compte que c'est des humains, ces Palestiniens, et qu'ils ont droit à la liberté, me choque. Hein. En fin de compte, c'est peut-être aussi de la tradition américaine de considérer qu'un bon peau rouge est un peau rouge mort. Voilà.
Juste sur ce sujet, c'est en ce moment même la cérémonie pour le Independence Day de la fête nationale américaine. Et moi, ce qui me choque, c'est qu'il y ait des confrères qui y aillent sous l'administration Trump. Moi, j'ai été invité et je suis choqué d'avoir été invité d'ailleurs par l'administration Trump. Évidemment, il faut pas fréquenter l'ambassade des États-Unis avec l'administration Trump. C'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Moi, avec Obama, bon, j'ai jamais été à ces cérémonies-là, mais avec Trump, c'est scandaleux. Alors, ce que tu dis là, voilà, ça. Moi, je suis un anti-impérialiste. J'ai toujours refusé d'aller à l'ambassade des États-Unis. L'Empire reste l'Empire. Hein, voilà. Et Daïra n'a pas été invité. Non. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que d'autres ont été invités et sont partis, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas là? Non, allez, nous ne disons pas des choses dont on ne sait pas. Tiziri, ton image de la semaine? Moi, l'image de la semaine, c'est plutôt les étudiants. Les étudiants hier qui ont manifesté en contournant le drapeau Amazigh, et ils ont caché le drapeau Amazigh, mais les quelques-uns qui ont osé le sortir ont été ils ont été pourchassés par les flics en civil surtout, et mis à terre, etc. Ils les ont vraiment violentés pour leur confisquer le drapeau Amazigh, mais ils avaient trouvé aussi l'astuce de s'habiller en tenue traditionnelle. Donc je garde cette photo des étudiants qui ont fait le premier rang avec toutes les tenues traditionnelles du pays, pour dire que le problème c'est pas le drapeau Amazigh. Si on enlève le drapeau Amazigh, il y a d'autres manières d'exprimer l'identité. Ils ont tous peint le drapeau, l'insigne Amazigh sur les joues, comme pour dire venez nous enlever nos joues si vous pouvez. Ça, c'est l'image qui a retenu mon attention cette semaine. Alors, si j'ai l'autorisation d'Ihsan, j'aimerais aussi ajouter mon image de la semaine. Puisque c'est un peu... Puisque j'ai une belle image, en fait, quelque chose de festif, c'est la fête à Istanbul. Et ça, c'est magnifique. Istanbul qui fête la défaite de Erdogan, qui a refait l'élection. Il avait perdu un peu, son parti a perdu un peu. Il a fait refaire une élection, et là c'est vraiment catastrophique. Il a perdu Istanbul. Il est né à Istanbul, c'était le maire d'Istanbul. Et pourquoi ça me fait plaisir? Parce que Erdogan, c'est quelqu'un qui a 50 000 prisonniers politiques dans ses geôles. Voilà. Donc ça fait du bien. Dans beaucoup de journalistes. Dans beaucoup de journalistes, exactement, oui. Alors, première partie du CPP, c'est les prisonniers. Alors, ils étaient 18 dimanche 23, et pour avoir brandi lors des marches du vendredi, 21, ils avaient été arrêtés le 21. Un emblème, alors j'ouvre les guillemets, un emblème autre que le drapeau national, selon les avocats, notamment Nourdine Bessad qui devait être avec nous, mais qui peut pas parce qu'il est à la rencontre des partis. Donc, il y a eu d'autres arrestations à Oran de manifestants à cause du drapeau aussi. Ceux-là, ils ont eu un contrôle judiciaire. Il y a eu les étudiants, je sais pas s'ils ont été relâchés ou pas. Je sais pas. Oui. Alors, la question, il est clair que le régime a décidé de réprimer très durement ceux qui s'expriment, qui ont décidé de s'exprimer librement, de continuer à manifester, de refuser le musellement qu'il est en train d'imposer aux manifestants du vendredi. Mais pourquoi le choix de cette bataille-là, du drapeau Amazigh? Qui c'est qui veut commencer par ça? Tiziri, oui. Oui. Donc, je pense que le choix est évident. C'est pour diviser encore une fois autour de la question de l'identité. Alors que je pense que ça devient clair pour tout le monde que le problème c'est pas l'identité. Le problème, c'est qu'il veut juste trouver un moyen de casser. Et pour lui c'est du pain béni. Il va essayer la question régionale. Il a essayé la question régionaliste. Il a essayé la question islamiste. Il va tout puiser avant de se rendre compte qu'il n'a pas de solution politique, et que il faut répondre. Il faut répondre à la rue, tout simplement. Moi, ce qui me choque, c'est que ça nous ramène à des débats que le mouvement populaire a tranchés. C'est-à-dire, vous savez, depuis le début du mouvement populaire, le MAC est devenu inexistant. Pratiquement, parce que le MAC, c'est quoi? Le MAC, c'est dans sa dérive
de plus en plus absurde, ils considèrent que la Kabylie est colonisée par l'Algérie. Or, la Kabylie, depuis le mouvement populaire, est totalement dans l'Algérie. Il y a aucun problème sur ça. C'est-à-dire, avant aussi, non, c'est-à-dire, elle l'affirme avec une force. Oui. Non, avant, je vais vous dire, avant, parce que devant l'obstruction de l'espace national, le MAC a trouvé un petit boulevard en Kabylie où il arrivait parfois à mobiliser dans des manifestations. Là, aujourd'hui, non. Le MAC a disparu et on a l'impression que le pouvoir veut le régénérer, lui donner de la force, juste pour casser un mouvement populaire qui ne pose pas de problème en matière d'unité nationale, mais qui pose un problème, au contraire, d'union nationale et de l'ouverture de l'espace national. Parce que l'espace de la nation est fermé aux Algériens depuis des décennies et le mouvement populaire dit qu'il faut les rouvrir. Moi, je trouve totalement absurde qu'on essaye de fabriquer un problème qui n'existe pas juste parce que on fait face à un problème politique qu'on n'arrive pas à résoudre. C'est absurde. On n'ajoute pas un problème à une difficulté. C'est incroyable. Je suis choqué, quoi. Sabra, moi, j'arrive pas trop à comprendre parce que c'est pas de ne pas comprendre. Si je comprends, mais je ne sais pas qui est venu en premier. Est-ce que le mouvement qu'on est en train de suivre, parce qu'il y a des influenceurs, il y a des leaders d'opinion qui ont des attaques bien ciblées sur le drapeau amazigh et pour ne pas dire les Kabyles en général, un mouvement qui est raciste, il faut le dire. Donc, est-ce qu'on est en train de profiter de l'existence de ce courant-là pour le renforcer par le discours politique, mais par la machine répressive aussi? Ou est-ce que ce mouvement existe parce qu'on a voulu le créer? Donc, je ne sais pas, mais dire que ça n'existait pas, moi je pense que ça existait, mais que c'était très minoritaire, je veux dire, comme dans tous les pays, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Mais là, quand on donne à une idéologie des moyens de justice, là, ça devient vraiment très, très inquiétant. Oui, mais en même temps, je veux dire, dès qu'il y a eu son discours, c'était juste avant le CPP de la mercredi dernier. Oui. Et vendredi, les images que j'ai vues de villes du pays, de toute l'Algérie, pas seulement de la Kabylie, ont sorti il y a des images incroyables. Je pense qu'il y a une volonté de donner l'exemple. Oui. Je pense qu'il y a une volonté de donner l'exemple, et c'est ça aussi, ça doit être très dur à vivre pour les gens qui sont arrêtés, parce que ils étaient là, ils savent très bien qu'il y a beaucoup, si ce n'est la majorité des personnes qui ont mis en avant cette identité-là, qui n'ont pas été arrêtées. Et puis ça tombe sur 18 personnes. Pourquoi moi? Ça aussi, c'est un sentiment d'injustice, j'imagine, très dur à vivre pour mais personnes. Moi, je voulais dire que, en fait, d'autres villes qui n'appartiennent pas à la Kabylie, pas forcément, ont exprimé leur solidarité contre le discours de Gaïd Salah en sortant le drapeau amazigh, en disant, il y a eu des slogans qui disent, il est ni instruit ni beau, mais il est raciste. Il y a eu beaucoup, on est des frères, c'est pas ça. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont écrit, mais ce sujet. Donc, en fait, il y a aussi plus que ça. Il y a aussi de plus en plus une compréhension nationale que ce pays est amazigh. Et il y a dedans des arabophones, des berbérophones. Oui. C'est ça l'Algérie, c'est un pays amazigh. C'est absurde que l'État algérien on arrive à renoncer aux petites avancées qu'il a faites dans la Constitution. La Constitution algérienne consacre l'amazighité, la langue amazigh. Oui. Moi, je trouve quand même aberrant d'essayer de revenir en arrière sur ces choses-là. Et Saïd, tu sais, dans le rassemblement lundi devant le tribunal, les gens qui sont rassemblés pour protester contre la mise en détention en mandat de dépôt de ces jeunes disaient, lui rappelaient Amazighiya Mahmiya Doustouriya, je veux dire, c'est en plus le même amendement qui faisait de Tamazight une langue officielle, introduisait le droit à la culture dans la constitution algérienne. Quand on dit droit à la culture est garanti aux citoyens, l'État protège le patrimoine culturel
patrimoine national, matériel, immatériel et œuvre à sa sauvegarde. Est-ce que ça fait pas partie? Et d'ailleurs, c'est cité dans le rapport de l'Algérie qu'elle soumet au comité de lutte contre la discrimination. J'aimerais vraiment bien. Non, mais excusez-moi, elles sont conseillées. J'aimerais bien qu'on sorte un peu d'Alger, hein, parce qu'il n'y a pas eu des arrestations que à Alger. Oui, il y a eu des arrestations à Batna. Oui. Il y a eu des arrêts, donc le vendredi. Effectivement, il y a beaucoup de régions du pays qui ont porté le drapeau Amazigh en signe de solidarité, oui, mais aussi et surtout en signe de l'appartenance. Même pas, mais de résistance. Oui, de réponse à Gaït Salah. Mais de résistance, tout simplement. On est bien d'accord. Parce que si on cède sur ça, ils savent qu'ils vont. Il y a eu des arrestations à Batna. Il y a eu même des échauffourées à Batna. Il y a eu des Baltadji. Il y a eu quelques échauffourées. Si, il y a eu des échauffourées à Batna. Il y a eu plusieurs. Le vendredi, oui. Il y a eu plusieurs arrestations aussi à Batna. Et ils ont été relâchés finalement tard dans la nuit. Il y a eu des arrestations à Tamanrasset, ils ont été relâchés. Et il y a eu des arrestations aussi à Oran. À Oran, et les gens aussi se sont organisés pour aller manifester directement devant le commissariat pour que les gens soient libérés. Voilà, donc il y a eu des arrestations. Vous ajouter quelque chose sur le MAC que peut-être cette initiative tordue, hein, enfin je ne sais plus comment l'appeler, même le mot initiative est impropre, pourrait provoquer. Le MAC a calculé, est arrivé à cette conviction que en dehors de la Kabylie, même pas les autres régions berbères, mais en dehors de la Kabylie, la maturité démocratique n'était pas suffisante et que la Kabylie devait cesser d'être à l'avant-garde des combats démocratiques parce que le peuple algérien n'avait pas manifesté suffisamment d'aptitude à être à ce niveau-là. Ça, c'est le discours du MAC. Le peuple algérien est attardé pour le faire. Et donc, à partir de 2001, c'est 2001 le basculement, le 14 juin, ce qui s'est passé, etc. Et en fait, la vraie défaite du MAC, c'est ce déboulement populaire algérien qui montre que les Algériens demandent pacifiquement, politiquement, un changement démocratique. Et donc, l'argument est tombé. Moi, j'ai été donné une conférence la veille de l'Aïd à l'Albana Etheraten. Le MAC est devenu très faible. Il y a eu une ou deux interventions dans la salle, mais c'était très gérable. Et ce qui l'a affaibli, c'est effectivement cette capacité des Algériens à exprimer une demande moderne d'un État démocratique et des libertés. Et l'argumentaire, le fonds de commerce du MAC est vraiment tombé. C'est vraiment là le premier grand défait de ce qui s'est passé. Moi, je trouve que le vendredi, en plus, j'étais comme tout le monde enfin, comme tout le monde, non. Pas comme tout le monde. Mais comme certains concitoyens, très heureux de ce qui s'est passé parce qu'on attendait, je pense qu'il y avait beaucoup de suspense. On a vécu un suspense le vendredi en se disant combien de personnes vont suivre, combien de personnes vont répondre aux provocations, parce que j'appelle ça des provocations. Et de voir qu'autant de personnes ont osé brandir ce drapeau, ça nous a réconciliés et justement on va pas oublier ce qui s'est passé en 2001, mais disons que l'arrivée des jeunes qui venaient de la Casbah de Bab el-Oued, c'était très fort comme image. C'était une réconciliation extraordinaire, suivie juste après par la répression. Oui. Et ça, c'est très triste. Sous mandat de dépôt de tous ces et en plus, moi, je comprends pas personnellement qui conseille ces gens. C'est ça. Honnêtement, qui conseille ces gens? Oui. Politiquement, parce qu'aujourd'hui, il dit que l'armée ne fait pas de politique. Mais je veux dire. Oui, alors ce qu'on remarque déjà, c'est il y a plus du tout de séparation. Déjà, on sait qu'il n'y avait pas vraiment de séparation de pouvoir, mais là, il y a une synchronicité. Non, c'est une déclaration suivie par des arrestations. Immédiatement, la police se met à arracher les juges c'est effrayant. À condamner, à envoyer les gens en fait, prison. on avait même, et vous savez, après la déclaration de Gaït Salah, il y a eu des informations qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux, dont certains par des journalistes, où un haut responsable expliquait que Gaït Salah ne visait pas le drapeau Amazigh, mais visait le drapeau du MAC. Bon, on s'est dit peut-être que ce distinguo subtil permettrait d'éviter, parce qu'il n'y a jamais eu de drapeau du MAC à Alger.
Il n'y en a pas eu. Il y en a eu peut-être à Tizi Ouzou d'ailleurs, mais à Alger jamais. On s'est dit que c'était peut-être l'échappatoire parce que c'était quelque chose de non réfléchi pour essayer de s'en sauver. Mais apparemment non, puisque le vendredi c'est le drapeau Amazir qui était ciblé. Et... Il y a eu aussi une rumeur qui a couru dans les rédactions, mais pas seulement. J'ai vu un peu beaucoup de gens partager ça sur les réseaux sociaux que Gaïd Salah aurait été lourdement influencé par le commandant de la gendarmerie qui l'aurait convaincu que le Hirak a été pris en otage par les gens qui veulent la séparation de la Kabylie. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Hussein, de cette... Moi, je pense que le niveau d'ingénierie de la politique de l'armée est devenu tellement indigent que tout le monde peut influencer, et pour peu qu'on croise le chef d'état-major. Cela dit, il n'y a pas beaucoup de gens qui le croisent. Il paraît qu'il y a même plus de civils qui arrivent à le voir. Et il vit dans une citadelle retranchée. Il a beaucoup d'ennemis. Il s'est créé beaucoup d'ennemis. Il y a beaucoup de militaires qui sont en prison. Il y a des hommes d'affaires puissants qui sont en prison. Il y a des anciens responsables qui sont en prison. Et donc ça a renforcé sa paranoïa. Et donc l'influence va venir des plus fidèles des fidèles. Et ces plus fidèles des fidèles, il y a notamment effectivement ce général de la gendarmerie qui peut examiner. On peut pas en parler si on n'a pas de factuel. Le canal classique des renseignements généraux qui concerne plus le ministère de l'Intérieur ou du DRS qui est le canal le plus autorisé pour construire une intelligence sur ce qui est en train de se passer, ce canal est cassé. Et donc, avec Gaïd Salah, ça peut venir de partout et donc ça peut déboucher sur toutes les décisions. Mais oui, vous savez, j'ai l'impression quand j'entends ça de retomber exactement dans les mêmes discours qui disaient que Machi Bouteflika, c'est les autres. C'est pas. Est-ce qu'on veut, quand on dit ça, moi j'ai l'impression que les gens veulent le dédouaner de sa responsabilité. C'est quand même lui qui a signé la déclaration. Donc, je comprends pas pourquoi on veut le... Et il reconfirme aujourd'hui, enfin, il parle pas de drapeau, mais il est très... le blanc et le noir. Aussi, mais j'aimerais bien qu'on m'explique aussi, il y a un truc complètement tordu que j'ai pas compris. Pourquoi la police répond aux directives de Gaïd Salah? C'est une vraie question. Pourquoi la police répond aux directives de Gaïd Salah? Elle dépend du ministère de l'Intérieur. Et pourquoi la justice répond aux directives de Gaïd Salah? Il y a quelque chose d'intéressant au niveau des juges. Il y a beaucoup de gens, à moi-même on m'a dit ça, parce que j'ai demandé le nom du juge qui a... enfin, de l'un de ceux qui ont mis en détention, qui ont envoyé à Al-Harrach les jeunes. Et on me dit non, il faut pas le dire parce que c'est un juge qui est bien et tout, mais il a passé la journée à recevoir des coups de téléphone. C'est vraiment c'est la réponse qu'on m'a donnée. Alors que est-ce que vous pensez pas justement que maintenant il est de notre devoir de publier le nom des juges qui mettent les gens du Hirak en prison, comme ça, je veux dire de manière aussi. Je pense pas que ça soit une solution ça, parce que c'est un appel au lynchage. Non, c'est mauvaise blague. Ça y est, tu fais de la délation. Il n'y a pas de confusion. C'est un journaliste économique qui était chez nous, qui était à ça. Je me venge comme je veux. Oui, mais je veux dire, maintenant, alors, est-ce que il y a vraiment un durcissement? Il y a une dictature militaire qui est ouvertement en train de nous dire on n'a pas le droit de s'exprimer, qui fouille dans nos sacs. Oui. Et si vous n'avez pas suivi, je suis sûre que vous avez suivi ce qui s'est passé hier, la manifestation des étudiants. Il y a un très bon reportage de Mahdi Alioui dans HuffPost Algérie, écrit et avec les vidéos. Et c'est vraiment une machine on a l'impression d'avoir la Gestapo. Il y a des policiers civils il les décrit et il les filme, qui étaient en train de manifester avec les étudiants. Et qui essaient de détecter d'où allaient sortir les drapeaux. Et dès qu'il y avait un drapeau, ils étranglaient les étudiants pour les sortir de la foule. Il y a une bataille corps à corps pour protéger les manifestants qui allaient être arrachés. J'ai vu des posts aussi qui parlaient de policiers qui essaient d'arracher les foutas parce que les femmes, encore elles trouvent le moyen de résister en s'habillant. Voilà, c'est vrai,
Mais je trouve que c'est vraiment cette image de toutes ces étudiantes en robe kabyle, etc. Mais c'est-à-dire, il faut bien que le Hirak essaye de s'organiser autour aussi de cette répression, Ihsan, non? Je t'ai coupé le sourire. Non, l'une des initiatives sur laquelle je trouve qu'on a un peu tardé, c'était effectivement de protéger les premiers détenus. Enfin, depuis, on a, avec le comité de Amina Haddad et des autres, on a engagé quelque chose. Le réseau de lutte contre la répression. Le réseau de lutte contre la répression. Je pense que c'est un des points d'ailleurs sur lesquels je suis content d'apprendre, on en parlera tout à l'heure en deuxième partie, que la réunion d'aujourd'hui a réagi en mettant cela en premier. C'est pas compliqué. On peut le dire tout de suite. Il n'y aura aucune issue politique, aucun début d'issue, aucun dialogue possible avec des détenus politiques en prison. Il n'y en aura aucun. Voilà. C'est une ligne rouge. On peut travailler sur tous les projets, sur les projets de conférences, sur les projets unitaires, etc. Mais personne n'ira parler avec qui que ce soit s'il y a des détenus politiques. C'est hors de question. Je voudrais juste revenir à la question pourquoi les policiers. Moi, ça me paraît évident. Oui. Il y a un homme qui détient tous les pouvoirs. Quand il fait, et on est toujours dans l'ancien régime, on n'a pas avancé. Et quand cet homme-là, qui est l'incarnation du pouvoir politique, dit quelque chose, tous les appareils, appelons-les des appareils, se mettent à fonctionner, même au-delà de ce qui leur est demandé. Donc, ça nous rappelle tout simplement que rien n'a changé, qu'il y a juste que les Algériens sont dans la rue, mais que le système est toujours en place, même s'il met certains de ses membres à Al-Harrach ou à Blida, le système est toujours en place. Et c'est pour ça que c'est bien, effectivement, de marteler qu'il n'y a aucune solution politique à discuter s'il y a des prisonniers politiques. C'est très très bien, et il faut le redire. Voilà. Oui, Sabra. Moi, ça me chagrine vraiment, parce que là, en tant que personne, que citoyen, qui voulant un changement de régime, même de paradigme d'État, c'est que on risque de donner, ces gens-là vont faire basculer l'Algérie dans la liste des pays racistes. Est-ce que c'est ça qu'on cherche? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Déjà que au niveau, moi je parle de ce que je connais, donc au niveau des Nations Unies, du Comité des droits de l'homme ou du Comité pour la lutte contre les discriminations raciales, il y a par exemple 2 confédérations de Tamazirt qui sont fortes et qui déposent des contre-rapports donc contre l'Algérie, et qui ont, on va dire, une liste des arrestations, etc., qui peuvent toucher pour dire qu'il y a du racisme d'État, etc. Et là, les gens qui nous parlent d'unité nationale, de main de l'étranger, on veut pas de la main de l'étranger, et on est en train de donner du crédit, on est en train de donner des images très fortes, vraiment forte. On est en train de donner. C'est une réalité. Oui, mais je veux dire avec des preuves. Les gens, ils peuvent pourchassent des gens. Mais là, c'est des images qu'on n'avait pas, qu'on n'a jamais eues. Alors que là, on poursuit des gens pour leur enlever un drapeau culturel. Et ces gens-là nous parlent d'unité et de main de l'étranger, alors que là, vous êtes en train de donner vraiment du crédit à des gens qui nous peut-être veulent du mal. Peut-être que le chef d'état-major va interdire le drapeau de l'USMA. L'USMA était propriété de Haddad. Haddad qui est en prison, et c'est le drapeau de l'USMA, c'est le signe Al-Isaba. Oui, mais en plus, c'est même pas. Moi, je pense que c'est pas quelque chose de complètement farfelu. Déjà, est-ce qu'on aurait pu imaginer avant le discours de mercredi dernier qu'il aurait pu faire un discours comme ça en nous disant vous pouvez plus sortir avec le drapeau à Mezir. Je veux dire, c'est quelque chose de. Pour moi, c'était un choc. Vraiment, Saïd a raison. Mais alors, est-ce que vous avez sur Twitter, il y a quelqu'un qui a dit vous avez tort de vous en prendre autant à ce que vient de dire Ahmed Gaïd Saleh. Lui-même l'a déjà oublié. Oui, il y a de l'humour sur Twitter. Lui-même a déjà oublié ce qu'il a dit, parce que chaque semaine il dit, etc. Mais en fait, ce que vient d'expliquer Saïd, c'est qu'effectivement, on est toujours dans le même système, et que même si lui l'a oublié, l'appareil fonctionne comme ça. Voilà. Et avec beaucoup de zèle. Moi, sur le point du racisme, je voudrais juste ajouter un point. Je vais peut-être étonner les présents, mais moi, je suis pas convaincue par l'argument racisme de Gaïd Saleh. Je suis pas du tout convaincue par ça. Non, c'est pas ça. Pour moi, mais personne ne pense qu'il moi, je pense que. Enfin, pour moi, il veut juste
appliquer la dictature. Il veut qu'on revienne en arrière. Il ne veut pas qu'on résiste à ce qu'il nous dit. C'est-à-dire, on aura les élections. Mais dérouche drapeau amazigh, on porte pas le drapeau amazigh. Je pense que c'est tout. Il veut juste l'abus de pouvoir. Je pense pas que ça soit son problème. Non, le drapeau amazigh. Moi, je pense que c'est son problème. Il peut pas être, il n'est pas hors contexte politique. À part si, voilà, je dis qu'il a de mauvais conseillers qui suivent pas ce qui est en train de se passer. Toutes les pages à 100 000, à 1 million de followers sur Facebook qui sont en train de mener une campagne raciste mais extraordinaire. Donc, s'il vraiment pas, qui suit pas ce qui se passe, donc de cette actualité-là, ok, d'accord, moi je veux bien qu'on parle pas de racisme, mais je veux dire, il y a un courant aujourd'hui qui prend de l'ampleur, il y a un courant qui est inquiétant qui prend de l'ampleur, on peut pas venir le renforcer en faisant ce genre de discours, même pas ce genre de discours. Je pense que le discours, à la limite, les gens, ils en ont même un peu rigolé. Je vais sortir ce mode, je sais pas, un drapeau de, je sais pas quoi, par exemple, mais ça va rigoler. C'est un courant qui est sur les réseaux sociaux qu'on n'a pas vu, vu dans le Hirak. C'est ça, en fait, c'est ça qui, la réponse des gens le vendredi, elle était assez claire. Effectivement, même s'il n'existe pas, il risque de prendre de l'ampleur. Ça veut dire qu'il risque de prendre de l'ampleur. C'est de ça que nous, on a peur. Oui, alors on me dit que ça y est, on a dépassé, mais je voulais juste vous demander ce que vous avez pensé. Si quelqu'un veut dire quelque chose sur son discours d'aujourd'hui, il n'a pas d'ambition politique, il est au sommet de l'État. Non, il est le président qui concentre moi, ça m'a fait un peu rire qu'il réponde sur l'indépendance de la justice. Ne vous inquiétez pas, la justice est indépendante. Oui. On parle de Ben Salah ? Non, on parle de Gaït. Non, on parle de Ahmed Gaït Salah qui dit qu'il n'a pas, encore une fois. Pourquoi on parle pas de Ben Salah ? Parce qu'il a rencontré Bedoui aujourd'hui pour la 3e fois. Chaque semaine, il rencontre Bedoui le mercredi, avant le CPP, je vérifie. Et ils s'entendent sur l'organisation des élections et du dialogue. Voilà. Mais, et aussi du bon fonctionnement du service public. Ah, oui, c'est vrai. Comme l'émission de l'ENTV que Gaït Salah a beaucoup apprécié. Oui. Ah, il faut le souligner. Il n'aime pas le CPP. Bon, alors, c'est la fin de la première partie. En deuxième partie, on va parler de la deuxième conférence nationale qui se prépare avec pas mal de gens ici qui font partie de ceux qui préparent. Merci beaucoup. Ne partez pas très loin. On sera là dans 1 ou 2 minutes. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. De retour pour la deuxième partie du Café Presse Politique. Alors, heureusement que j'ai avec moi des gens qui sont de l'intérieur qui vont nous expliquer parce que je vais avoir du mal à démêler les chevaux. Alors, aujourd'hui, au siège du RCD, ça c'est, on parle plus de Gaït Salah pour l'instant. Donc ça c'était dans son discours, Saïd Jaffer, c'est hors sujet. Maintenant, on va parler de la réunion qui s'est tenue aujourd'hui au siège du RCD. Avec bien sûr le RCD puisque c'était chez lui, le FFS, le PT, le PST, MDS, UCP et PLD, et aussi des leaders politiques comme Jamal Znati, Nourdine Benissad qui est avocat et qui est le président de la Ligue des droits de l'homme, et les représentants des organisations de la société civile qui avaient fait leur conférence nationale le 15 juin dernier. D'accord. Donc tout ce beau monde-là s'est réuni. Et ils ont sorti un texte que je n'ai pas eu le temps de lire parce que ça venait de tomber en milieu de CPP. Mais je voulais d'abord vous poser une question sur quelque chose de peut-être formel. Mais Abdelaziz Rahabi a dit aujourd'hui qu'il a été choisi pour coordonner la prochaine conférence nationale qui se tiendra le 6 juillet
avec tous ces gens-là et d'autres partis politiques, si j'ai bien compris. Alors, qui c'est qui va commencer? Le choix de la personne. Que pensez-vous du choix de cette personnalité? Yassine. Abdelaziz Al-Rahabi a des qualités de diplomate. Il a été dans un gouvernement de l'époque Abdelaziz Bouteflika, mais je pense pas que ça pose un problème pour la tâche qu'on lui a attribuée, c'est-à-dire réunir toutes les forces de l'opposition et de la société civile pour organiser le même espace de proposition qui soit le plus fidèle aux revendications du mouvement populaire et qui soit en mesure de peser sur le pouvoir pour l'amener à la table du dialogue. Bon, je pense que c'est pas sur le choix, on saura à la fin si c'était un bon choix ou pas. Il faut juste préciser que ceux qui ont fait le choix, ce n'est pas la société civile, ce n'est pas la réunion d'aujourd'hui où se trouve le FFS, le RCD et les partis que tu viens de citer. Ceux qui ont fait le choix de proposer à M. Rahabi d'organiser, d'être le médiateur d'une certaine façon, proposition qui a été portée par quelques-uns de nos amis dans un texte. C'est la dynamique des forces du changement qui est plutôt apparentée, force plutôt conservatrice, avec notamment Jaballah qui s'est beaucoup montré dans cette initiative, le MSP, M. Benflis, M. Bahbou, et des personnalités nationales qui ont gravité autour de cette initiative. Elle est un peu à géométrie variable. Hein. Voilà, c'est cet espace-là dans lequel se trouvait Rahabi, qui a décidé de proposer à Rahabi d'être un peu l'organisateur d'une conférence nationale qui dépasse cet espace-là. Et ce qui a amené cette décision-là, en toute humilité, je pense que c'est le fait que la société civile se soit organisée elle-même en espace le 15 juin avec sa proposition de feuille de route, ce qui fait que avec une multiplicité d'acteurs, on a plutôt joué l'ouverture et pour tenter de rassembler tout le monde, ce qui est une bonne chose. Tiziri. Alors, effectivement, je crois que toi, tu fais partie de ceux qui sont du collectif des dynamiques de la société civile. Et vous avez déjà fait votre conférence nationale. Et là, absolument. Vous allez faire une autre conférence nationale avec des partis politiques. L'idée seulement progressistes ou est-ce que tout le monde? Ça, c'est juste pour expliquer à tout le monde. L'idée, justement, c'est que nous, dans la société civile, dans la mesure du possible, évidemment, on veut jouer le rôle aussi de médiateur entre les deux dynamiques, parce que nous, on a été approchés par les deux initiatives. Par les deux courants politiques. Par les deux courants, voilà. D'accord. Donc, les deux pôles. Oui, plutôt les deux pôles, parce que là, le problème, c'est même pas le courant idéologique, mais plutôt la position politique. Là, l'idée, c'est que nous, on puisse jouer le rôle de médiateur pour que tout ce beau monde-là puisse partir de manière effective sur une conférence nationale qui va regrouper l'ensemble des forces vives, des forces vives du pays, que ça soit les gens qui étaient aujourd'hui dans la conférence qui est sortie avec un pacte autour de la transition et des conditions du dialogue, et avec le groupe de Tahrir. Et aussi les forces de la société civile telles qu'on s'est constitué le 15 juin avec une feuille de route, parce que nous avons une feuille de route sur laquelle nous avons travaillé, que nous avons passé plusieurs semaines à potasser, à discuter. Donc nous, on y va évidemment avec le contenu politique qu'on a discuté, mais évidemment tout le monde, toutes ces forces-là vont pouvoir s'exprimer sur les positions politiques sur lesquelles elles sont, et sur les propositions pour le dialogue. Alors il faut savoir que l'initiative qui a réuni les gens que tu as cités aujourd'hui avait comme préalable la transition, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont réunis dès le départ pour parler de la transition, tandis que l'initiative autour de monsieur Rahabi et Jaballah et des Benflis et les autres partis, c'est plutôt le dialogue. Donc eux ils sont axés sur le dialogue. Maintenant, on n'a pas encore discuté les contenus des initiatives. Aujourd'hui, il y a un contenu politique qui est sorti de la rencontre d'aujourd'hui qui mérite qu'on s'arrête dessus, parce qu'il pose les préalables au dialogue qu'il y aura par la suite. Mais il faut travailler pour que
pour qu'il puisse y avoir à peu près la même chose avec le groupe de Rahabi, mais qui réunira l'ensemble des forces. Alors ce texte avec lequel sont sortis, qui s'est achevé sur cette réunion s'est achevée sur un texte. Moi, j'ai pas eu le temps de le lire. Sabara, tu as eu le temps de jeter un coup d'œil? Oui, j'ai eu le temps de le lire. Ah, Hassan. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, parce que on l'a vite lu, mais il est pas mal. C'est quoi le contenu de ce texte, hein? Je sais pas, je pense que Hassan va en parler mieux que moi. Le texte, nous on a eu beaucoup de difficultés à trouver un consensus dans la préparation de la plateforme de la société civile. On a pris tous les 4 samedis du mois de Ramadan pour arriver à un consensus qui est resté fragile jusqu'au bout, mais qui est aujourd'hui assumé. Je trouve, on verra la liste des signataires. J'espère, parce qu'on n'a pas les détails, ça vient juste de se terminer. En même temps, on fait du direct. Là, on aurait dû appeler quelqu'un pour nous brancher de sur place pour nous dire qui a signé. Mais si tous les présents ont signé, moi, je considère que c'est une vraie performance, parce que le texte va plus loin que ce que propose la société civile. Il est plus clair sur il est notamment plus détaillé, plus clair sur les garanties avant de revenir au processus électoral. Il parle d'un processus constituant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller aux urnes. Il dit revenir pour des présidentielles tout de suite, c'est renouveler le système. C'est des phrases qui sont très claires que nous on a évité de formuler de cette manière-là. Nous on a évoqué un peu en creux on va dire les garanties préliminaires, dont on peut comprendre qu'il y a aussi des garanties constitutionnelles dedans, parce qu'il faut, par exemple, je prends un exemple, quand on exige que l'élection, quel qu'elle soit, le retour au processus électoral, soit le fait d'une commission qui organise et pas seulement qui contrôle, ça veut dire que tu touches à la Constitution. Parce que la commission électorale, elle est constitutionnalisée. Si tu touches à un article de la Constitution pour remplir les conditions préalables à un vote, tu peux faire une révision constitutionnelle qui touche à d'autres. Tu vas pas faire, tu peux faire un référendum populaire sur une révision constitutionnelle. Tu vas pas changer juste un article. Et donc, en creux, je dis encore une fois en creux, sans citer les choses par leur nom, parce que c'était ça le consensus, nous avons réussi à aboutir à un consensus minimal qui reste très proche des revendications du mouvement populaire, en ce sens que, en fait, il exige le départ du système et il veut négocier le départ du système avec une phase de transition qui serait conduite par des personnalités reconnues. Le résultat aujourd'hui, il va au-delà, parce qu'il précise ces conditions de manière plus ferme, et il est très affirmatif sur les droits, et surtout dans les revendications préalables à l'ouverture du dialogue, il est extrêmement clair. Non, parce que je pense que c'était un peu plus facile, parce que c'est quand même la même famille politique, ce qui était différent. Enfin, c'est pas la même conjoncture à la conférence. Mais c'est quand même c'est la même famille politique, mais avec tous ceux qui ont fait partie de la conférence du 15 juin, n'est-ce pas? Si j'ai bien compris. Ou alors je dis une bêtise. C'est Hassan qui sait si. Il y a eu des invitations. Oui. De ce pôle qui a été adressé à l'initiative du 15 juin, on va l'appeler comme ça. Voilà, à la société civile, initiative du 15 juin, et à des personnalités qui ne sont pas dans cette initiative-là. À ma connaissance, il n'y a pas des associations de la société civile en dehors de celles qui ont travaillé dans le cadre du 15 juin. Mais il pourrait y en avoir. Sur place, il peut en avoir. L'important, c'est l'output. C'est ce qui en est sorti. Oui, après, il faut voir est-ce qu'il y a eu des signataires, ou c'est une déclaration finale. C'est une déclaration finale. C'est pour ça que je dis c'est un tour de force, c'est une déclaration finale qui va être votée à main levée, peut-être pas par la société civile. Saïd, ce que je veux dire, c'est bien ce genre des initiatives qui en fait sont en train de converger, à mon avis, sur les bases de la négociation avec le régime. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le mouvement populaire pour la première fois, je me dis, c'est très bien que le mouvement populaire n'a pas de représentant qualifié, parce que il maintient le niveau de l'exigence telle qu'elle est formulée dès le début, c'est-à-dire le départ du régime, le changement total, et que des gens s'expriment, formulent des solutions, c'est très bien. Et ça pourquoi? Parce que ça rappelle une chose essentielle, c'est que quand toute une population sort
dehors, ça veut dire que le contrat social qui liait l'État avec la population est totalement rompu, et que si elle sort, c'est qu'elle exige que celui qui détient le pouvoir accepte de revenir et renégocier le contrat social. Et c'est ça le plus important, et il faut que ce mouvement populaire se maintienne dans sa dynamique basiste, etc., et quitte à ce qu'il y ait des initiatives qui viennent de donner du contenu, mais qui ne sont pas forcément l'émanation du mouvement populaire, parce que ça permet au mouvement populaire de maintenir l'exigence d'un changement. Parce que si je peux imaginer si le mouvement populaire avait tout de suite des dirigeants, ils seraient peut-être à Al-Harrach, ou bien ils auraient été pris d'une autre manière. C'est très bien que ça se passe comme ça. Mais alors justement, le fait qu'il y ait que la répression c'est en train de prendre une vraie tournure très dure, est-ce que c'est pas en train d'imposer un ordre du jour à toutes ces réunions, à ces conférences nationales? Quelque chose, c'est en train de s'imposer de... Mais moi, je trouve que c'est... au fait, je voulais revenir quand même, quand je dis la même famille politique déchirée aussi, hein. Donc c'est très positif. Je pense que c'est autant positif la conférence de la société civile que cette rencontre-là. C'était pas gagné non plus que le RCD, le FFS organisent et se réunissent. Donc moi j'ai vu beaucoup de militants des deux partis. Déjà. Oui, c'est horrible. Pas. Oui. Mais j'ai vu des militants des deux partis se réjouir de cette conférence. Donc ça c'est un point quand même très positif. Non, on peut ajouter même. Je ne sais pas si vous suivez, mais le discours que tient Ali Belhadj est étonnant, hein, c'est tout à fait surprenant. Il est sur une logique tout à fait démocratique, que les gens peuvent lui reprocher son passé, mais son présent est tout à fait net, clair. Et je pense que ça contribue aussi à cette unité nationale qu'on veut casser quelque part. Il y a trouver des islamistes qui soutiennent Tamazirt vendredi dernier, c'est quand même quelque chose de rassurant et de très positif. Il a fait une vidéo où en plus où il disait, j'ai le sentiment, il disait c'est pas à Gaïd Salah de décider ce qu'on veut porter, les gens ont le droit de sortir avec les banderoles et les pancartes qu'ils veulent, mais en plus il disait j'ai le sentiment qu'on veut qu'il y ait du sang avec ça, de la division, etc. Donc c'est un message très très fort qu'il a donné. Moi j'étais assez surprise. Moi je regarde pas beaucoup Sabala. Moi je suis traumatisée des années 90. Donc Ali Belhadj, on l'est tous. Traumatisée que moi. C'est tout un pays qui est traumatisé. Je pense que le plus important à retenir quand même des initiatives, c'est ce qu'il en est sorti, en le sens où c'est plus en adéquation avec la rue, avec la radicalité de la rue, et politiquement l'offre politique qui est dans cette déclaration est tout à fait en harmonie avec ce qui se passe dans la rue et avec l'idée de rupture. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a retrouvé aujourd'hui et je ne suis pas sûre qu'on va le retrouver avec l'autre groupe. C'est un peu ça aussi ma question et mon inquiétude. Donc il faut travailler dessus. Donc aujourd'hui, on a acté les préalables au dialogue. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, parce que c'est-à-dire de ce dont tu parles, c'est-à-dire le texte. Le texte, moi-même, j'ai pas eu le temps de le lire. J'étais en train de conduire, donc tout ce que je sais, c'est que on m'a appelé pour me dire voilà ce qui est sorti et voilà ce qui a été discuté, ce qui a été retenu. Pour ceux qui ont fait la conférence du 15 juin, vous avez aussi reçu beaucoup de critiques. Est-ce que vous avez pris ça en considération? Vous avez parlé aussi d'élargir un peu plus, d'essayer de convaincre d'autres partis à se joindre à vous. Qu'est-ce qui se passe sur ce front-là? Alors, il faut bien comprendre que ce qui est en train d'arriver en ce moment correspond à la feuille de route de l'initiative de la société civile. On a prévu de fédérer les dynamiques qui existaient. On a réussi. On a perdu en cours de route quelques associations, mais on a réussi sur l'essentiel. Ensuite, on a envisagé, donc on a prévu de s'élargir, ça on continue de le faire. Il y a des collectifs d'étudiants qui sont en train de rejoindre la dynamique l'initiative du 15 juin. Et puis on a prévu de se connecter avec la classe politique pour faire la même conférence nationale. Bien.
Et ça, c'est en train de se faire. C'est en train de se faire, c'est à la fois de notre fait et du fait d'autres initiatives. Mais c'est en train de se faire, c'était prévu, c'est notre feuille de route. C'est pour ça qu'on a facilement dit oui aux sollicitations du pôle A et du pôle B. Voilà. Après, l'idée, moi je suis assez optimiste. Je suis assez optimiste parce que je pense pas qu'on va faire en deçà de Mazafran 1 et 2. En fait, c'est pas la première fois que des courants politiques différents se rencontrent et se mettent d'accord sur une feuille de route politique et sur un code de conduite politique. Je pense qu'on ne sera pas en deçà. On ne peut pas être en deçà. Même si les enjeux sont plus importants, parce qu'aujourd'hui, les enjeux sont de vrais enjeux de pouvoir. Aujourd'hui, c'est la possibilité de, par exemple, prendre le gouvernement dans les prochaines semaines qui va conduire la transition, à défaut de prendre l'instance présidentielle. Ça, c'est du côté des bémols qui peuvent faire échouer un processus comme ça. Parce que on peut dire que le nom d'Al-Habi a été cité la semaine dernière comme possible successeur. C'était une rumeur. C'était une rumeur. On précise que c'était alors qu'en fait, son nom s'était associé... De Bedoui. Le successeur de Bedoui pour le poste de Premier ministre. Alors qu'en fait, son nom avait circulé en réalité parce qu'il prenait des responsabilités dans l'organisation de ce dialogue. Donc, optimiste surtout parce que je pense que c'est difficile de se tenir en dehors de ces initiatives-là parce que elles vont dans le sens de l'aspiration populaire. Moi, je pense que chacun est dans son rôle. Saïd l'a bien expliqué. C'est très bien que le mouvement populaire continue d'être dégagiste. C'est excellent. C'est comme ça qu'il doit continuer à s'exprimer. Les élites ont eu beaucoup de mal à prendre l'initiative, les élites politiques, de formuler une solution politique. Parce que tout de suite, elles pouvaient être accusées d'une posture de tentative de récupération, d'être dans la représentation, etc. Ça a traîné beaucoup. Et j'ai entendu des leaders politiques dire aujourd'hui, on subit la dictature de la rue, on peut rien dire. Parce qu'on va tout de suite être... Ça a duré longtemps. Ce qui permet aujourd'hui de le dire, pour faire le lien avec ta question sur la répression, c'est que la répression fait sentir au mouvement populaire qui peut être fragile, qui peut rater des choses, y compris dans la classe politique et la société civile, et que peut-être on devrait accélérer le mouvement, on produit des solutions et on se met ensemble pour les produire, pour pouvoir peser sur le système. Et là, moi je pense que la force du mouvement populaire a été tellement forte, tellement importante qu'elle a empêché des candidats à la présidentielle du 4 juillet, donc elle a fait capoter le processus de relégitimation du pouvoir, ce qui est en fait le cœur de sa crise aujourd'hui. Et elle a aussi cette force-là, pousser la société civile à proposer des solutions les plus proches possibles de ce que propose la rue. Et la grande victoire aujourd'hui, c'est que ce type de mouvement est en train d'enlever toute possibilité d'appui institutionnel à une solution cachéiste. La solution cachéiste, la solution en gros de on va au présidentiel, en réaménageant, saupoudrant, etc., elle ne peut pas marcher parce que les acteurs sur lesquels tu peux t'appuyer, d'habitude, ils sont soit... Ils ont accepté de venir dans ce type de dynamique et nous, dans la société civile, on a tout fait pour les intégrer, c'est ce qui n'a pas toujours été compris. Soit dans la classe politique aussi, c'est en train de se faire. Donc, il y a une aspiration de tous les relais possibles à une solution institutionnelle de replâtrage du système qui est en train de passer dans l'opposition pour des solutions beaucoup plus proches d'une vraie alternative démocratique à la hauteur des aspirations populaires. Je voudrais juste commenter ce qu'il a dit parce que je ne suis pas du tout d'accord quand on dit que la rue la rue elle est radicale et que l'initiative qui doit venir politiquement doit être plus soft ou plus modérée. Moi je considère que c'est tout à fait le contraire. Si la rue a posé ses préalables, la rue s'est exprimée. La société politique doit acter et répondre de la manière la plus proche possible, oui, mais pas en faisant en deçà de ce que demande la rue. Je ne pense pas que ça soit accepté ou que ça soit acceptable d'ailleurs. C'est-à-dire que aujourd'hui, on doit être conforme à la revendication de la rue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la rue dit ما كانش بن صالح ما كانش بدوي تنحاول الباءات etc., même si on sait que le problème du régime n'est pas le baat évidemment, mais on ne doit pas nous aller en deçà de ça ou accepter une option du style laisser Ben Salah etc. Parce que déjà
c'est ce qui circule aujourd'hui même sur les réseaux sociaux, dans la presse, etc. Les gens en parlent. Et moi, je pense ça serait dangereux. C'est-à-dire que toute initiative qui n'aura pas l'écho positif de la rue sera condamnée à mourir, clairement. C'est-à-dire que la proposition politique, si elle est mise sur la table, l'interlocuteur premier ne devra pas être le pouvoir politique, mais devra être la rue d'abord. C'est-à-dire que la rue devra l'accepter. Ensuite, en posant les préalables du dialogue et en ayant acté que ça a été accepté par l'autre partie, on peut aller au dialogue. Là, le dialogue, par exemple, ça fait partie des points sur lesquels on a été critiqué. L'initiative du 15 juin de la société civile, les gens ont dit que vous ne posez pas assez les préalables au dialogue, et les gens ont eu peur. Les gens ont dit que non, c'est pas le but. Ben Saleh, si les gens avaient voulu discuter avec lui, déjà donc les gens auraient pu répondre favorablement à ça. Nadia, Sabra, je vois que tu fronces les sourcils. Non, je rebondis sur ce que dit Tiziri, mais je voulais avant la fin aussi de l'émission. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes autour de moi, d'amis, qui ne savaient pas, enfin qui n'étaient pas informés de la tenue de cette conférence, qui ne savaient pas de quoi il s'agissait. Je voyais aussi les commentaires sur la radio transmise par Radio M, et j'écrivais ensuite, oui, du 15 juin, oui, du 15 juin. Et ensuite, moi, quand je voyais des commentaires négatifs en disant mais il y a pas d'étudiants, mais il y a pas assez de femmes, j'écrivais aux gens, est-ce que tu fais partie d'un collectif d'étudiants, les étudiants, et puis certains me disaient mais non, Tiziri parle de la rue en politique, c'est le collectif, c'est le regroupement, voilà, la force de la rue. Et ce qui peut donner du sens et de la consistance à la rue, c'est de se regrouper. Donc moi, avant l'émission, vraiment, je voulais encourager les gens à sortir du militantisme dans l'individualité, parce qu'il y a des gens vraiment très très intéressants qui font beaucoup de choses au niveau individuel, mais qui ont peur, et qui ont peur d'ailleurs pour de bonnes raisons, généralement vu l'historique. La répression ou alors aussi une réalité qui touche la société civile. Mais il faut encourager les gens à se regrouper. Ce n'est que comme ça, à mon avis, qu'ils peuvent faire porter leur voix. Et donc pour moi, toi aussi tu es de la rue, même si tu es dans un collectif. Donc quand tu vas à une conférence en parti politique ou en tant qu'association, pour moi, tu es la rue qui parle et qui sort de la masse pour se donner vraiment un projet. Saïd. En fait, quand on parle de la rue, on parle d'un mouvement informe, mais qui fixe quand même un cap, un seuil au-delà. Mais le reste, les organisations, les pôles, ça sert à préparer la négociation. La rue est là pour être le point de force, le point d'appui pour la négociation, parce qu'il faudra quand même aller à la négociation. C'est pour ça qu'il faut être conforme, sinon on n'a plus le poids. Ce serait génial si toutes ces initiatives arrivent à créer une synthèse, même si elle paraît un peu en décalage légèrement par rapport à la rue, mais la rue va peut-être leur apporter l'appui nécessaire, parce que jusqu'à présent, on a un régime qui reste en place. Il faut pas qui reste en place et qui réagit. Non, qui se régénère. On a le GTA, le RND. Pour revenir justement à la répression et à l'ordre du jour de ces, est-ce que les collectifs comme le collectif des avocats qui défendent les manifestants ou le réseau contre la répression et tout ça, est-ce qu'ils font partie de ces initiatives? Oui. Est-ce qu'ils sont partie prenante? Oui. Et dernière question sur les femmes, est-ce qu'elles font partie aussi, celles qui ont quitté, qui ont refusé de participer à la conférence nationale parce que la question de l'égalité a été escamotée? Elles font toujours partie du collectif, oui. Que ce soit les associations féministes ou le réseau des avocats défenseurs des droits de l'homme, donc ceux qui ont pris la tâche de défendre
tous les prisonniers du Hirak et tous les prisonniers politiques. Donc effectivement, ils font partie du collectif. Et maintenant, il faut aussi travailler sur ce que dit Sabra, parce que n'oublions pas que je vois la rue avant le 22 février et la rue d'après le 22 février. Et la rue d'après le 22 février, c'est celle-là qui exprime des revendications en deçà desquelles il faut pas descendre. C'est ces gens-là qu'il faut encourager et qu'il faut aider à se structurer. Voilà. Et surtout les intégrer massivement. Nous, on essaye d'intégrer un maximum de collectifs, mais il faut aussi qu'ils puissent s'exprimer quand on est en assemblée générale, que ce soit avec la société civile plus élargie, avec les autres pôles, ou même avec les partis politiques. Évidemment, il faut qu'ils puissent s'exprimer, surtout les étudiants. Oui. Voilà. Ersan, on arrive comme ça tout doucement à la fin de cette deuxième partie du Café Presse Politique. Je remercie tous les invités. Je remercie. Sortant vendredi. C'est clair. Vendredi. Oui, bien sûr. Merci à Soumeya Felkali, la réalisatrice, à Mustafa Al-Ali à l'image, à notre ami Hamza Chelouche qui est maintenant le CM de Radio M. La bonne nouvelle, c'est que le Café Presse politique du mois de juillet va devenir probablement itinérant. Il y a des villes qui sont prévues. Il y aura pas d'Khadridi, mais il y aura Ihsan qui va faire bouger le CPP. Les villes prévues, c'est Béjaïa, Constantine pour l'instant, mais voilà, manifestez-vous si vous voulez. Non, mais pas Palma de Mallorca aussi. Non. Merci à tous les amis. C'est pas très loin. Et bonne soirée. Merci. Bye bye. Bonnes vacances, Deifa. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.